Ok, le retour dans la quatrième partie de cette vidéo qui sera, je pense bien, la dernière partie. Euh, dans les parties précédentes, nous avons vu comment monter toutes pièces d'interface en ligne de code à l'interface. Nous avons vu comment rendre l'interface interactive du style on a des valeurs ici et ici, et lorsqu'on clique sur ce bouton, il met à jour le tableau qui doit contenir normalement les valeurs. Il y a des propriétés pour changer peut-être, pour changer par exemple les, les en-têtes ici, par exemple 1 et 2 peuvent être remplacés par des lettres. Pour remplacer par exemple 1 et 2 qui se trouve ici, je peux, dommage, je vais fermer la fenêtre de l'équipe, mais on peut encore ouvrir la fenêtre d'équipe pour savoir quelle propriété il faut altérer pour changer les en-têtes de lignes. C'est très simple en fait. Il s'agit tout simplement de, comme on l'a fait la dernière fois, il s'agit tout simplement de venir ici consulter la propriété à modifier et puis modifier cette propriété. Quand je clique ici par exemple, si je double-clique sur cet objet, voilà, voilà les propriétés. Alors, la propriété que je vais changer, je pense bien, c'est row name. Ok. Row name. Je peux changer row name. Si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Mais je peux changer row name. Et je peux remplacer par autant de, disons que, ouais, autant de choses que si je veux mettre par exemple le nom de la ligne 1, disons par exemple que c'est, je sais pas trop, le nom de la ligne 2 peut-être c'est, je sais pas trop, et puis on clique sur apply et ok, voilà, row name, il a été modifié ici en tout cas. Alors, comment est-ce qu'on va modifier cette valeur maintenant? Comment est-ce qu'on va la modifier en ligne de code? Tout simplement, non, fermons par les sens cette fenêtre ouverte. Oh, j'ai dû fermer. En tout cas, ouvrons encore quand même, on sait jamais, ça peut encore me servir. Mais tout simplement, à l'endroit où j'ai créé la table, je vais venir ajouter un bout de code pour altérer la propriété running. Alors, si je me rappelle bien, j'écris running. Et lorsque je vais mettre le nom de, ici je vais mettre 2, non, je vais mettre T entre parenthèses jour. C'est le premier. Et le deuxième c'est T entre parenthèses 1%. C'est le deuxième. Voilà. Là je peux exécuter. Et vous voyez qu'il a remplacé les 1 et 2 par ce que j'ai entré en argument. Oh, c'est aussi simple que ça. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est on va voir maintenant comment en fait obtenir les paramètres du problème. Donc le problème est posé et on obtient les paramètres. Alors petite remarque, c'est que ici pour vous montrer comment ça marche, vous vous souvenez de la résolution du problème quand il n'est plus nécessaire de revenir sur l'approche utilisée pendant la correction utilité pour résoudre le problème, la transformation lock, vous vous souvenez de cette transformation aussi, et aussi comment concevoir la matrice de kernel, le construire si vous voulez. Vous vous souvenez aussi de la forme de la solution, rien n'a changé. Ce qu'il faut remarquer ici, c'est que pour être sûr que le programme marche, on a pris ces valeurs-ci et leur évaluation suivant la fonction-ci pour estimer M1 et M2. Alors normalement on devrait avoir M1 égale à 1 et M2 égale à 4. Si on obtient ces deux valeurs de paramètres, on est rassuré et
on est tranquille en se disant que le programme fonctionne, quoi. Donc, c'est l'objectif. Alors, en commentaire, j'ai mis une deuxième approche qui est celle de la méthode itérative, considérant exponentielle comme une fonction non linéaire. Considérant exponentielle de m1 plus m, bon, moins en parenthèse m1 plus xm2 comme non linéaire et explicite, on peut décider de linéariser en utilisant un développement de Taylor et travailler sur une solution à une itération donnée alors en recherchant par exemple comment dirais-je, en recherchant par exemple une solution approchée à une itération donnée ou alors en fixant une marge d'erreur, voilà, comme condition derrière. On a vu tout ça pendant le télé. Donc ici, il est question en fait juste de vous présenter comment est-ce que vous pouvez utiliser cette approche-là. Tout simplement, si je retire ces lignes en commentaire, vous verrez qu'il s'agit tout simplement de créer des fonctions secondaires qui doivent faire le travail. Alors, il faut retirer et retirer, voilà. Alors, il nous faut M1 comme étant la solution courante lors des itérations et M0 comme étant la solution initiale pour l'itération donnée. Ce que je fais, c'est que je dois avoir une fonction qui doit me construire Gn. Vous vous souvenez de comment est-ce qu'on construit Gn? Alors, pour construire Gn, j'ai calculé les dérivées par rapport à M1, la dérivée par rapport à M2 de la fonction donnée. Et ce que j'ai fait, je remplis la matrice pour n lignes données, dont n correspondant au nombre de valeurs mesurées. Et le paramètre ici, xk, c'est la mesure en k, c'est-à-dire c'est di, quoi. Je fais la même chose pour G0, pardon, G de Mn estimé, donc l'élément qu'on va devoir retrancher dans la valeur mesurée lors de l'itération. Donc c'est juste pour vous présenter cette approche-là. Mais dans la suite, on va travailler avec la méthode que nous avons développée pendant la correction. Ça veut dire que normalement, lorsqu'on finit d'exécuter le programme, les valeurs de M1 doit être égal à 1 et M2 doit être égal à 4 normalement. Ou alors M1 doit être très proche de 1 et M2 très proche de 4, puisque on se rappelle que les méthodes inverses n'estiment pas le modèle. Ils ne déterminent pas le modèle vrai, les paramètres vrais. Ils ne déterminent pas les paramètres vrais du modèle, mais des valeurs approchées, des valeurs estimées de ces paramètres. Ça veut dire que la valeur estimée peut ne pas être la valeur vraie, mais elle doit être quand même très proche de la valeur vraie. Alors sans trop tarder, nous allons, bon, avant d'exécuter, reparcourons encore le code principal et expliquons encore de quoi est-ce question. Cette ligne-ci, c'est pour créer la fenêtre principale avec la fonction figure et ses paramètres. C'est expliqué dans la première vidéo. Et ces lignes aussi, c'est pour créer les objets qu'on ajoute dans l'interface. Je pense aussi expliqué dans la première vidéo. Ensuite, data matrice, c'est la variable qui contient les éléments entrés par l'utilisateur, n'est-ce pas? Data matrice, on la remplit ici. À chaque fois que l'utilisateur entre une valeur et qu'il clique sur le bouton Add Data, on fait une mise à jour de la matrice qui contient les éléments. Et là, voilà. C'est ça l'équation de la ligne de code permettant la mise à jour de cette matrice. Et le reste aussi, c'est pour un contrôle juste, en fait. Pendant qu'on entre les valeurs, le programme contrôle le nombre de données mesurées et compare à 2 pour se rassurer que le problème qu'il va résoudre, c'est un problème surdéterminé. Je pense que c'est aussi expliqué en détail dans la première ou deuxième vidéo. Ensuite, le bouton plot data, lui, voici sa fonction de backend, sa fonction callback en arrière-plan qui permet en même temps d'afficher les valeurs mesurées et en même temps de lancer le calcul de la solution par inversion. C'est ça ici. Oui, ça c'est vraiment un problème très trivial en fait, très simple, juste pour illustrer la méthode quoi. Il est très simple et
En général, les problèmes d'inversion se basent un peu sur cette approche-ci. C'est vrai que plus le problème se complique, plus il y a d'autres petites routines qu'il faut ajouter à ce type de code en fait. Par exemple, je vous avais parlé lors du cours du contrôle de cette opération-ci. Vous voyez que si je n'utilisais pas peut-être MATLAB, j'aurais besoin de contrôler cette opération-ci, savoir si effectivement G transposé fois G est inversible. Vous voyez? Parce que même quand la matrice est carrée, il faut se rassurer que son déterminant est non nul pour affirmer, par exemple, qu'elle est inversible. Puisque si on ne le fait pas, on peut se retrouver en train de calculer, obtenir des résultats. Je vous ai parlé des résultats qui parfois semblent être très cohérents. Ça veut dire que le résultat est faussé, mais quand vous faites une vérification, la vérification vous dit que non, tout va bien en fait. Et pourtant, le résultat est faussé. J'ai l'habitude d'appeler ça erreur cohérente. Tout semble vrai, pourtant c'est faux. Il faut faire attention. Donc, de façon simple, c'est à ça que ressemble une inversion. Il faut juste identifier. Parce que le plus dur, c'est identifier cette forme de solution. C'est le plus dur à faire en fait. Or, pour l'identifier, on a vu pendant le TD comment est-ce que l'on procède. Il faut trouver d'abord la forme du problème, si le problème est implicite, explicite, savoir s'il est linéaire ou non linéaire, savoir s'il est surdéterminé ou sous-déterminé. On a déjà vu que pour les cas des problèmes inverses en géophysique, il n'est plus question de se poser la question, il n'est plus question de se demander si le problème est bien posé ou mal posé, parce que on a vu que les problèmes d'inversion en géophysique peuvent facilement se ramener à des problèmes d'optimisation. Ça veut dire qu'en fait, c'est un problème qui n'a pas une seule solution, mais parmi toutes les solutions possibles, il y a une meilleure solution et c'est ça qu'une inversion recherche. Alors lorsqu'un problème a déjà plusieurs solutions, comme ça on parle de problème mal posé en fait. Donc c'est pour ça les problèmes en géophysique, les problèmes inverses sont généralement mal posés. Il y a très peu de cas de problèmes inverses bien posés en géophysique. Donc vraiment il n'est plus question ici de revenir dessus et je pense qu'il y a plus en plus de documentation pour essayer de cultiver sur ces notions-là. Donc, si tout est bien, on va lancer ici et entrer les éléments du tableau, les éléments que vous allez utiliser pour exécuter un test. Alors, ces valeurs sont données ici. À 2 jours, on a mesuré le pourcentage de 1,234 fois 10 exposant 24. C'est vraiment très petit. C'est vrai, et voilà, c'est pas les données de l'exercice multiplication, donc faites attention. À 4 jours, on a mesuré 4,1399 fois 10 puissance fois 10 exposant moins 8. On ajoute. Et ensuite, à 6 jours, on a mesuré. Ok, je ne me trompe pas, c'est ça. 1,3888 fois 10 expo moins 11. On ajoute. À 8 jours. À 8 jours, on a mesuré 4,689 fois 10 exposant moins 15. Voilà, c'est fait. À 10 jours, on a mesuré. À 10 jours, on mesure 1,5629 fois 10 pour moins 15 aussi. On ajoute. À 12 jours, on a mesuré 5,2429 fois 10 pour
moins 22. Et on ajoute. Et à 14 jours. Effectivement, c'est ça, oui, c'est ça. À 14 jours, on a mesuré 1, 7, 5, 8, 8, fois 10 pour moins 25. Voilà, on ajoute. Une fois que c'est fait, on lance le calcul. Vous voyez, le calcul a essayé de suivre vraiment, c'est-à-dire, il a vraiment essayé de suivre les données. C'est vrai que en 2, il a carrément débordé. Mais pour le reste, il a suivi. Alors, la première chose qu'on va remarquer, c'est que, comme je vous le disais tantôt, ouais, là j'ai M1 qui est 1,00049, c'est proche de la valeur que on aurait dû avoir, ça, c'est-à-dire 1, ici. Oh, c'est où encore? Voilà, c'est proche de cette valeur-ci, de 1. Et M2, c'est ça ici. Et M2, c'est 3,87, machin. Non, c'est pas très loin de 4. C'est vrai que on aurait aimé avoir 3,99 quelque chose, mais c'est pas très loin de 4 quand même. Donc, voilà, ça passe par la majeure partie des points quand même. C'est vrai qu'en 2, on a vraiment... je pense que on a vraiment dû... Non mais c'est bon, je pense que c'est bon. Parce que ici, je suis à 1,23, 40, 10 puissance moins 4, et là on a 10 puissance moins 4, et là on est à 1,6, d'ici à ici c'est 1, ça veut dire que d'ici à là c'est probablement 1,5, donc c'est pas vraiment loin de la valeur, donc c'est bon. Alors là j'ai réalisé j'ai obtenu mon problème inverse, si vous voulez. La solution à mon problème inverse. Et là, c'est assez clair, quoi. Vous voyez que c'est simple. Bon, ça, c'est le cas, une dimension, c'est-à-dire, c'est une courbe que l'on obtient. On peut réaliser la même application pour les courbes de sondage. Tout ce qui va changer, c'est juste les données. Ainsi, on décide de prendre les données de l'exercice qui parlent du sondage électrique. La même procédure peut donner ce type de résultat, et le plus dur à faire en fait, c'est très souvent l'interprétation, comme dans le cas de cet exercice. À la fin, il n'était pas question de ressortir juste le modèle, mais de rechercher la valeur de t pour t pourcent très petit. Bon, ici on a déjà t pourcent qui est très petit. Donc, on peut dire que, même en lisant juste le graphe-ci, on peut dire que, normalement, à partir de 4 jours, on peut dire qu'il y a que le site est décontaminé, parce qu'à partir de 4 jours, les valeurs deviennent vraiment, on a l'impression que ça rase la droite de y égale à 0, quoi. Donc, c'est comme si la teneur est carrément nulle. Donc, on peut dire déjà en regardant le graphe qu'à partir de 4 jours, c'est nul, quoi. Et vous vous rendez compte que si vous lancez maintenant une méthode, par exemple, qui va rechercher t égale à 0, vous voyez qu'il n'y a pas une seule solution, n'est-ce pas? En fait, comme pour dire que, en fait, analytiquement, il n'y aura même pas de solution, parce que ça va toujours être très petit, mais je ne pense pas que ça va donner 0, parce qu'il n'y a pas une valeur exponentielle qui va me donner 0, pas à ma connaissance en tout cas. Je ne pense pas, non, je ne pense pas. Exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Or, moins l'infini, ce n'est pas une valeur que je peux, comment dirais-je, c'est pas une valeur réalisable, quoi. Moins l'infini n'est pas réalisable. Ça veut dire qu'on peut être très petit, mais pas nul. Il faudrait être infiniment petit pour être nul. Vous voyez? Donc, il faudrait une valeur infiniment petite pour que l'exponentielle soit nulle. Or, ce n'est pas réalisable. La valeur, même si elle est très petite, on peut toujours créer un instrument qui pourra mesurer cette valeur. Aujourd'hui, il y a des centres qui sont capables de mesurer la masse d'un élément subatomique. Vous vous rendez compte? Déjà,
quand on est au niveau de l'atome, les masses sont carrément petites, quoi. Et si on part à l'échelle subatomique, c'est encore plus, donc, on vit encore à mesurer les masses des éléments subatomiques. Vous comprenez que réaliser l'infiniment petit, ce n'est pas évident. Du coup, pour un cas de problème de terrain, je peux m'arrêter ici, regarder ce graphe et dire que normalement à 4 jours, on peut considérer le site comme étant décontaminé. Alors, par la courbe, quoi, par l'analyse de la courbe, entre 2 jours et 4 jours, la mesure de décontamination a été effective. Et là, on considère que c'est bon, le site est décontaminé. Donc, c'est de toute cette façon résumer le travail qui consiste à quitter d'un problème posé et proposer un module qui va résoudre le problème. Maintenant, libre à vous d'améliorer cette application, de essayer de compliquer le problème, prendre d'autres problèmes si vous voulez, compliquer comme vous voulez, comme vous pouvez, et puis proposer un module. Et ici, on a fait ça sur MATLAB. C'est la même procédure sous C ou sur Python ou sur Java, ainsi de suite. Donc, pour les programmeurs, c'est tout de suite après cette vidéo, je vais rapidement vous montrer que la même chose que l'on a fait ici avec MATLAB, on peut faire la même chose sur C. Donc, on va rapidement réaliser un programme qui prend en entrée des paramètres comme ici et puis qui fait un traitement et puis propose une solution à la fin. Aussi simple que ça. La seule différence que ici en C, comme ça prend du temps pour écrire les fonctions par exemple qui font dans les fonctions qui vont traiter les opérations matricielles. Donc on va aller rapidement, vous voyez, vous présenter ces fonctions, c'est-à-dire voici telle fonction fait ceci, telle fonction fait cela, et puis bref, à la fin, voilà le résultat obtenu. Donc on ne va pas trop rentrer dans les détails du détail, mais on va essayer de rapidement brosser. Ça c'est pour ceux qui programment aussi, mais je pense que pour le cadre du TPI, voilà, ces 4 vidéos suffisent amplement pour vous permettre de démarrer vous-même sur vos petits projets. Aujourd'hui déjà, quand vous aurez fini de visionner ces 4 vidéos, je pense que tout le monde devrait être capable, à partir d'un problème posé, de proposer une application sur MATLAB, n'est-ce pas? Un petit module comme celui-ci qu'on a fait, très simple, mais qui reste du moins efficace, parce que il est clair que si on part sur le terrain pour prendre des mesures et que l'on réussit à prouver que la décroissance des éléments mesurés est exponentielle, on peut venir ici et travailler avec notre application sans problème, quoi. Alors sur ce, je vous dis déjà merci pour l'attention que vous avez portée à ces vidéos, et aussi je vous conseille de revoir et revoir autant de fois que cela sera nécessaire ces vidéos pour mieux asseoir les différents principes qui ont été présentés. Et aussi, je vais laisser mon email, c'est celui qui va s'afficher, oui, là, oui, celui que vous voyez juste là à l'écran. En cas de, disons qu'en cas de préoccupation, disons d'incompréhension, peut-être des points que vous n'arrivez toujours pas à clarifier, même après avoir vu et revu à une reprise, voilà mon email, vous déposez juste disons, vous posez votre préoccupation et dans la mesure du possible, je verrai comment y remédier, quoi. Alors je vous souhaite une bonne chance pour la suite et disons nous à la prochaine.